Voilà, bonsoir. Donc, je vous propose un atelier en deux temps. D'abord, une partie auto-évaluation et ensuite une partie interprétation de vos résultats. Alors, dans cette partie interprétation, nous allons identifier, en fonction de vos mains, grâce à ce test, quel est le pourcentage des 4 tempéraments d'Hippocrate dans votre personnalité innée. Dans vos comportements, il y a 4 sources. Une partie sédentaire, qui est la part de nouveau-né qui est en vous. Donc, on va la mesurer en fonction de vos types de mains. Et cette part de nouveau-né, eh bien, elle cherche la sécurité matérielle et affective. Elle a besoin de calme, de régularité. Et puis, il y a une partie enfant, qui est votre tempérament passionné. Et donc, pour cette partie enfant qui est en vous, la vie est un jeu. Et donc, ça sera la partie spontanée, optimiste et sociable de votre comportement, avec une priorité à l'affectivité, au partage affectif, et avec un comportement plutôt expérimenteur et adaptable. Et puis, il y a une partie adolescente, c'est le théoricien, avec une mentalité qui porte à considérer que la vie est un rêve. Donc, c'est votre côté idéaliste, rêveur, introspectif, individualiste, qu'on va mesurer également, et une partie adulte. Je précise que ce n'est pas une question de maturité, mais une question de mentalité. Et donc, la partie organisateur, la partie adulte qui est en vous, considère que la vie n'est pas un jeu, mais que la vie, c'est sérieux et qu'on récolte ce que l'on a semé. Vous connaissez ce fameux dicton qu'on entend de moins en moins, mais qui est toujours vrai. Comme on fait son lit, on se couche. Eh bien, pour l'organisateur, effectivement, comme on fait son lit, on se couche. On récolte ce qu'on a semé. Donc, il faut être maître de soi, réaliste. Il faut être responsable des autres parce que si on est adulte, ben, être responsable de soi-même, c'est aussi à la portée des autres tempéraments, mais être responsable des autres, c'est vraiment le côté organisateur. Et puis, c'est un côté plutôt prévoyant, réservé et sélectif. Donc, ce que je vous propose, c'est de mesurer, de vous projeter, de recopier ce document sur une feuille et puis de dire, ben voilà, mon comportement, si j'avais 100 points à répartir entre les quatre tempéraments que je viens de vous expliquer, le sédentaire, le passionné, le théoricien et l'organisateur, si j'avais 100 points à répartir qui définissent mon comportement, quelle est la part de sédentaire en moi? C'est 5%, 10%, 20%, 30%. Et il faut que la somme des 4 fasse 100. Et puis, ça, c'est la partie qui s'appelle mon comportement, qui est en noir. Et puis, la partie en bleu, vous la laissez pour l'instant mon tempérament, où vous ne mettez rien, puisque ça va être le résultat de la grille que vous avez reçue par mail et dans lequel vous allez pouvoir mettre des chiffres en fonction de ce que nous allons dérouler dans l'atelier. Est-ce que c'est bon? Vous êtes tous projetés dans mon comportement. Vous avez tous réparti 100 points entre les quatre. Je vous remontre la fiche précédente pour que vous l'ayez bien en tête, hein. Le sédentaire, votre partie nouveau-né, le passionné, votre partie enfant, le théoricien, votre côté adolescent, et l'organisateur, votre partie adulte. Donc, le côté théoricien, le côté adolescent, il veut la liberté des adultes, mais pas les soucis. Il veut la liberté des enfants, mais pas l'insouciance. Il veut pouvoir rêver, imaginer. Voilà, donc vous avez réparti 100 points entre les quatre. On va pouvoir passer maintenant à l'exercice d'auto-évaluation. Donc, vous avez reçu une fiche dans le mail qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran, avec 4 colonnes, A, B, C, D, et avec 8 critères. Et A, B, C, D, pour l'instant, vous ne savez pas ce qui est mesuré, c'est volontaire, parce que comme ça enlève le biais de la désirabilité. Donc, du coup, vous allez être beaucoup plus objectif que si vous saviez ce qui était mesuré.
Et donc, il y aura d'abord 4 critères tactiles qui sont donc la chaleur des mains, la moiteur des mains, l'épaisseur de la peau, la douceur de la peau, et puis des critères visuels, la largeur et la forme de votre paume, la longueur des doigts, la forme des ongles, et pour finir, le nombre et la profondeur des lignes. Donc, la température des mains, qui est donc le premier critère, c'est un critère extrêmement important. Vous allez le comprendre quand il y aura la partie interprétation. Pour l'instant, je ne vous dis pas ce que ça mesure. Et vous avez 8 possibilités. Excusez-moi, je reviens en arrière. Je voulais enlever une partie qui me gêne et que je n'arrive pas à enlever. Bon, alors, c'est pas grave. Donc, vous voyez que les phrases qui sont plutôt rouges correspondent à des mains chaudes ou plutôt chaudes. Les phrases qui sont plutôt bleues, foncées ou pas, correspondent à des mains plutôt froides. Donc, vous avez 4 possibilités. Et vous devez en choisir une qui vous correspond. Alors, soit vos mains sont chaudes en permanence, même par temps froid, et donc vous choisissez le 1, soit elles sont plus souvent chaudes que froides, le 3, ou tièdes, mais plutôt chaudes, le 5, ou alors elles sont tout le temps froides, même en été, même par temps chaud, et donc là vous choisissez la phrase 2, ou elles sont plus souvent froides que chaudes, la phrase 4, ou elles sont tièdes, phrase 6, mais plutôt froides. Donc vous retenez le chiffre dans lequel vous vous reconnaissez et vous allez avoir accès à la page suivante. Alors, j'y arrive plus. Ah voilà, vous arrivez à la page suivante avec des chiffres qui correspondent à ces 4 colonnes ABCD. Et donc, si vous avez retenu la phrase 1, eh bien, à ce moment-là, vous mettez 5 en A, 0 en B, 5 en C, 0 en D. En revanche, si vous avez retenu la phrase 2, ben c'est 0 en A, 5 en B, 0 en C et 5 en D. Donc, vous voyez, il vous suffit de noter sur votre feuille d'auto-évaluation, dans la première ligne, les 4 chiffres de la ligne qui vous correspondent. Bon, j'espère que vous me suivez, sinon quelqu'un me préviendra. Donc, je peux passer au critère suivant, qui est donc la moiteur des mains. Alors, je précise que la moiteur des mains, il s'agit d'une moiteur habituelle. Il ne s'agit pas d'une moiteur parce que vous êtes stressé, parce que, voilà. C'est vraiment les personnes qui ont des mains moites tout le temps. Et donc, là aussi, 6 possibilités. Donc, vos mains sont sèches en permanence. Là, ce sont donc les phrases plutôt rouges. Hein. Vos mains sont sèches en permanence. Ça, c'est la phrase 1. Ou vos mains sont plutôt sèches. Alors, je précise que sèche, ça ne veut pas dire rêche, parce que parfois, quand je m'adresse aux femmes et que je leur demande si elles ont des mains sèches, elles me répondent non, j'ai des mains douces. Donc, il ne s'agit pas de la douceur. Il s'agit vraiment, est-ce que les mains sont humides ou est-ce qu'elles sont sèches? Donc, vous voyez, vous avez 2 phrases rouges. La 1, les mains sèches en permanence, ou la 3, mes mains sont plutôt sèches. Et puis 2 phrases bleues, vos mains sont humides tout le temps, même par temps froid, parce qu'on sait que quand il fait froid, les mains sont plutôt moins humides que quand il fait chaud. Et puis, la 4, vos mains sont plutôt humides. Puis, il y a des cas particuliers où, effectivement, la saison peut jouer, c'est-à-dire que pour la phrase 5, vos mains sont humides quand il fait froid et sèches quand il fait chaud, ce qui est quand même assez rare. Ou alors, vos mains, la phrase 6, sont humides quand il fait chaud et totalement sèches quand il fait froid. Donc, vous choisissez l'une des 6 phrases, vous la mémorisez et on va pouvoir passer au score à remettre dans votre grille. Donc, vous voyez que si c'est la phrase 1, eh bien, vous mettez 5 en A, 5 en B, 0 en C, 0 en D. Si c'est la 2, ben vous mettez 0 en A, 0 en B, 5 en D, 5 en C et 5 en D. Donc, vous avez tous les chiffres qui apparaissent à l'écran, je ne vais pas tous les nommer. Et est-ce que vous avez bien reporté dans votre grille tous les points qui vous correspondent? C'est bon,
je passe au critère suivant. Donc, le critère suivant, c'est l'épaisseur de la peau dans la paume. Je précise bien, dans la paume. Donc, vous prenez, par exemple, la peau dans la paume entre votre pouce et votre index et vous regardez si c'est une peau plutôt fine ou plutôt épaisse. Et donc là, il y a également 4 phrases qui vous caractérisent, plus 2 cas particuliers. Donc, en bleu, vous avez, avec la phrase 1, une paume avec une peau épaisse plutôt dure, dans une main qui peut être plutôt rigide et musclée, ou alors la phrase 2, une peau épaisse mais souple et tonique, dans une main plutôt souple, bien en chair. Et puis les phrases rouges, donc la phrase 3, c'est paume à peau fine et douce, dans une main plutôt fine et longue, souvent osseuse, ou alors en 4, paume à peau fine, souple mais peu tonique, dans une main fine et courte. Et puis il y a des cas particuliers où la paume est plutôt épaisse mais douce, et où la peau et la 6, c'est la paume à peau plutôt fine mais pas douce. Voilà. Donc, vous regardez ce qui vous correspond, vous notez le chiffre et vous allez pouvoir reporter les points dans les 4 colonnes du 3e critère, donc la 3e ligne. Donc là, vous voyez que les chiffres apparaissent. Donc, vous avez, si c'est la phrase 1, vous mettez 7 en A, 0 en B, 3 en C, 4 et 0 en D, etc. Donc, vous voyez les chiffres qui vous correspondent, vous les reportez dans la 3e ligne en mettant un chiffre par case, A, B, C, D. Donc, je suppose que tout le monde est prêt, donc je continue. Et ensuite, il y a la douceur de la peau dans la paume. Donc, là, vous avez des paumes qui sont à peau très rêche et très dure, ça c'est la phrase 1, ou à l'inverse, une peau très douce et très fine, c'est la phrase 2. Et puis, la 3 et la 4, ben, ce sont la 3, une paume à peau ni douce ni rêche, vous voyez, parce que si vous avez du mal à distinguer si c'est doux ou rêche, ben, en tout cas, vous pouvez choisir entre la 3 et la 4, avec cette différence que la peau est épaisse pour la 3 et la peau est fine pour la 4. Et puis, la phrase 5, c'est paume à peau très douce, mais plutôt épaisse. Et la 6, c'est paume à peau très rêche, mais plutôt fine, ce qui arrive assez rarement, mais ça peut arriver. Donc, si vous avez bien noté les chiffres qui vous correspondent, eh bien, vous reportez ces chiffres. Vous voyez, c'est toujours 10 points. La somme d'une ligne, c'est toujours 10 points. Donc, pour les paumes, pour la phrase 1, c'est 10, 0, 0, 0. Pour la phrase 2, c'est 0, 10, 0, 0. Pour la phrase 3, c'est 5, 0, 5, 0. La phrase 4, 0, 5, 0, 5. Pour la phrase 5, 0, 5, 5, 0. Et pour la phrase 6, avec une peau très rêche mais plutôt fine, 4, 2, 2, 2. Donc là, vous avez reporté vos points sur la 4e ligne. Et maintenant, nous allons passer aux critères visuels. Ça va être un peu plus facile. On a commencé par ce qui était difficile, comme ça on est débarrassé. Donc, 4 possibilités. La forme de votre paume, soit elle est aussi large que longue. Donc, elle est large. Mais elle peut être large et carrée, comme dans la main que je vous montre, ou elle peut être étroite et rectangulaire, comme dans la main que je vous montre en 2e. Et puis, elle peut être large, mais arrondie et non pas carrée. C'est la 3e main que je vous montre. Et puis, elle peut être étroite et arrondie. C'est la 4e main que je vous montre. Donc, je vous remonte les 4. Comme ça, vous savez vous situer par rapport aux 4. Donc, la première, paume large et carrée. La 2e, étroite et rectangulaire. La 3e, large et arrondie. La 4e, étroite et arrondie. Donc, vous voyez qu'il y a 6 cas de figure. En fait, il y en a 4, mais après, il y a des nuances. Donc, les paumes larges sont représentées par des phrases en bleu. Donc, la paume large et carrée, c'est la phrase 1, dans une main généralement rigide et musclée. Bon, ça, c'est pour vous aider si vous avez du mal. Ensuite, la phrase 3, la paume est large mais arrondie. C'est celle que je vous ai montrée en 3e.
et puis une paume large, mais vous ne savez pas si elle est carrée, vous ne savez pas si elle est arrondie, ben c'est entre les deux, et donc c'est la phrase 5. Et pour les paumes étroites, ben c'est la phrase 2 en vert, donc étroite et rectangulaire, dans une main plutôt fine et osseuse en général, ou alors la 4, paume étroite et arrondie, ou alors la 6, vous avez une paume étroite, mais elle est ni très carrée, ni très arrondie, donc ni très rectangle, ni très arrondie, et donc vous choisissez l'une des phrases qui vous semble décrire votre paume, et je passe donc à la partie chiffrée. Et donc là, effectivement, vous reportez les chiffres qui vous correspondent. Donc pour la phrase 1, 7, 0, 3, 0. Pour la phrase 2, 0, 7, 0, 3. Pour la phrase 3, 3, 0, 7, 0. Pour la phrase 4, 0, 2, 2, 6. Pour la phrase 5, 5, 0, 5, 0. Et pour la phrase 6, 0, 5, 0, 5. Vous voyez, c'est très mathématique. Le but, c'est que ce soit logique. On continue avec la longueur des doigts. Alors, la longueur des doigts, en fait, ça se mesure de la manière suivante. On compare la longueur du majeur avec la longueur de la paume. Alors ça, vous pouvez le faire même sans double décimètre. Vous mesurez avec vos doigts la longueur du majeur et vous la comparez avec votre paume, et la normalité, c'est-à-dire statistiquement, si vous avez une paume qui mesure 10 cm de long, eh bien, vous aurez un majeur qui fait 8 cm. Donc, ça veut dire que la longueur normale du majeur, c'est 80% de la longueur de la paume. Alors, du coup, il y a trois possibilités. Soit vous avez un majeur qui fait plus que 90% de la paume, c'est-à-dire 90 ou même 100% de la paume. Donc là, les doigts sont considérés comme longs. Donc, méfiez-vous, on peut avoir une main très longue avec des doigts courts. Donc, ce qui compte, c'est la proportion. Et il peut y avoir des mains courtes avec des doigts longs. Donc, des doigts courts, c'est moins de 70% de la paume. Des doigts moyens, c'est 80% de la paume. Et des doigts longs, c'est au-delà de 90% de la paume. Et donc, je vous ai mis des couleurs rouge, violet et bleu, de manière à ce que vous retrouviez immédiatement ce qui vous correspond. Et là, il y a 6 cas de figure. Donc, pour les doigts longs, ben, il y a des doigts longs dans une paume large, il y a des doigts longs dans une main fine. Ensuite, il y a des doigts courts dans une main large et des doigts courts dans une main étroite. Et ensuite, il y a des doigts moyens dans une main large et des doigts moyens dans une main étroite. Donc, vous vous servez également du critère précédent, puisqu'on a mesuré déjà la largeur de votre paume. Et vous pouvez répartir les points en fonction de ce qui vous correspond. Donc, pour la 1, c'est 7, 3, 0, 0. Pour la phrase 2, 3, 7, 0, 0. Pour la phrase 3, 0, 0, 7, 3. Pour la phrase 4, 0, 0, 3, 7. Pour la phrase 5, 4, 1, 4, 1. Et pour la phrase 6, 1, 4, 1, 4. Voilà, donc je pense que vous avez bien noté dans votre grille pour ce 6e critère, la longueur de vos doigts. Maintenant, on va passer à la forme des ongles. Donc, évidemment, ce qui compte, c'est la partie de l'ongle qui touche la peau. Donc, la biotypologie ne s'intéresse pas à celle que l'on peut couper, cette partie de l'ongle qu'on peut couper. Donc, ce qui compte, c'est la partie de l'ongle qui touche la peau, qui est intégrée au doigt, et non pas qui dépasse. Donc, la longueur qui dépasse ne nous intéresse pas. Et donc là, vous avez 4 possibilités. À gauche, les ongles larges, à droite, les ongles étroits, en haut, les ongles longs, et en bas, les ongles courts. Donc, vous voyez 4 possibilités. Donc, j'ai mis en vert les ongles longs et larges, en bleu, les ongles étroits et longs, en rouge, la forme 3, les ongles courts et larges, et en jaune, la forme 4, les ongles courts et étroits, et je précise que ce ne sont pas des ongles rongés, ce sont des ongles normaux.
D'accord? Donc là, vous avez non pas 4 ni 6, mais 8 possibilités, parce que les 4 premières phrases correspondent exactement au dessin que je vous ai montré. Et les 4 suivantes sont des nuances entre 2 des 4 phrases du début. Donc, si vos ongles correspondent à la forme 1, ben c'est la phrase 1 qui vous correspond, donc vos ongles sont longs et larges, avec une forme rectangulaire. Si c'est le dessin numéro 2, ben c'est la phrase en bleu, ongles longs et étroits. Si c'est la forme numéro 3, des ongles courts et larges, plutôt évasés. Et puis, la phrase 4 correspond donc à l'ongle numéro 4, ongles courts et étroits. Ensuite, la phrase 5, ça, c'est je dirais une moyenne entre la 1 et la 3, c'est-à-dire que les ongles sont larges, mais ils sont ni assez longs pour être la 1, ni assez courts pour être la 3, donc c'est entre la 1 et la 3. Et puis, la phrase 6, eh bien, ce sont des ongles longs, comme la forme 1 et la forme 2, mais ils sont ni assez larges, ni assez étroits, donc c'est entre 1 et 2. Puis la phrase 7, ce sont des ongles courts, comme la forme 3 et 4, mais ils sont ni assez larges, ni assez étroits pour être dans l'un ou dans l'autre, dans l'une ou l'autre des deux catégories. Et puis, la phrase 8, donc les ongles sont étroits, comme pour la forme 2 et la forme 4, mais ils sont ni assez longs pour être dans la forme 2, ni assez courts pour être dans la forme 4, donc c'est entre les deux. Donc là, vous regardez, vous mémorisez la phrase qui vous correspond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là, il y aura 2 slides, parce que j'ai mis les 4 premières phrases dans le premier slide et les 4 suivantes dans le deuxième. Donc, ne soyez pas trop impatients si vous ne trouvez pas votre cas. Donc, ici, sur le premier slide, on a les 4 formes de base avec, pour les ongles longs et larges, la phrase 1, c'est 6, 2, 2, 0. Pour la phrase 2, 2, 6, 0, 2. Pour la phrase 3, 2, 0, 6, 2. Et pour la phrase 4, 0, 2, 2, 6. Donc, j'espère que vous avez bien noté si vous correspondez à l'une de ces 4 phrases. Et puis, je passe aux suivantes. Donc, pour la 5, c'est 5, 0, 5, 0. Pour la 6, c'est 5, 5, 0, 0. Pour la 7, 0, 0, 5, 5. Et pour la 8, 0, 5, 0, 5. Voilà, donc, on passe au dernier critère, qui est un critère extrêmement important, puisqu'il intègre à la fois le nombre et la profondeur des lignes dans la paume. Et je précise que les lignes ne sont pas des rides, donc on n'acquiert pas plus de lignes en prenant de l'âge. Donc leur nombre est génétiquement programmé, soit vous en avez beaucoup, soit vous n'en avez pas beaucoup. Donc je vous montre d'abord les 4 possibilités de base, puis après ça, on verra les combinaisons. Donc, ici en vert, avec une phrase verte, donc la première paume que je vous montre, ce sont des lignes qui sont très nombreuses, vous voyez qu'il y en a partout, et surtout très profondes. Alors, pourquoi je dis très profondes? C'est parce que, généralement, les lignes principales, les 3 lignes principales, c'est-à-dire celle qui fait le tour du pouce, celle qui traverse la paume en partant du pouce et celle qui traverse la paume sous l'auriculaire, sont généralement plus profondes que les autres, et parfois les lignes secondaires sont plutôt fines, comme dans cette deuxième paume que je vous montre, avec des lignes nombreuses mais très fines. Donc vous voyez que les lignes profondes, nombreuses et profondes, et les lignes nombreuses et fines, ça donne 2 types de mains très différentes. Généralement, si les lignes sont fines, la peau est fine, mais ça n'est pas obligatoire. En tout cas, c'est très difficile d'avoir des lignes profondes si la peau est fine. Ensuite, voici la 3e possibilité. Ici, ce sont des lignes peu nombreuses et profondes. Et ensuite, 4e possibilité, vous avez des lignes peu nombreuses et fines. Donc, je vous les remontre pour que vous puissiez vous situer. Ça n'a aucune importance de regarder la main droite ou la main gauche, parce qu'en général, c'est pareil.
Donc, ici, lignes profondes et nombreuses, fines et nombreuses, profondes et peu nombreuses, fines et peu nombreuses. Donc là, comme pour les ongles, vous avez 4 possibilités de base, puis plus 4 combinaisons. Donc, si vous correspondez à la première image, donc c'est la première phrase, les lignes sont nombreuses et profondes. La phrase numéro 2, donc c'est elles sont nombreuses, fines et superficielles. La phrase 3, c'est elles sont peu nombreuses, profondes et larges. Et la phrase 4, elles sont peu nombreuses et fines. Donc là, c'est parfait. Ensuite, la phrase 5, eh bien, elles sont nombreuses comme pour la 1 et la 2, mais elles ne vous semblent ni très profondes, ni très fines, donc ça vous permet de nuancer. Pour la phrase 6, elles sont peu nombreuses comme pour la phrase 3 et la phrase 4, mais c'est entre les deux, parce qu'elles ne vous paraissent ni très profondes, ni très fines. Et puis la phrase 7, ben, c'est un mixte entre la 1 et la 3, parce que les lignes sont profondes, mais ni très nombreuses, ni peu nombreuses. Et la 8, ben, c'est un mixte entre la 2 et la 4. Elles sont fines, mais ni très nombreuses, ni peu nombreuses. Donc, vous voyez qu'avec ces 8 possibilités, normalement, vous devez pouvoir identifier et caractériser les lignes dans votre paume. Donc, si vous avez bien retenu le chiffre qui vous correspond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors cette fois, on aura 30 points à répartir et non pas 10. Donc, alors là aussi, comme pour les ongles, il y a 2 slides parce que j'ai mis 1, 2, 3, 4 dans le premier slide et 5, 6, 7, 8 dans le deuxième. Donc, si vous correspondez à l'une des 4 premières phrases, donc si c'est 1, c'est 20, 5, 5, 0. Si c'est la phrase 2, c'est 5, 20, 0, 5. Si c'est la phrase 3, c'est 5, 0, 20, 5. Si c'est la phrase 4, c'est 0, 5, 5, 20. Et ensuite, si c'est la phrase 5, ben c'est 10, 10, 5, 5. Si c'est la phrase 6, 5, 5, 10, 10. La phrase 7, 10, 5, 10, 5. Et la phrase 8, 5, 10, 5, 10. J'espère que je n'ai perdu personne en route. Vous avez tous bien noté vos chiffres. Et maintenant, il va falloir calculer. Donc, vous allez calculer la somme verticale de chaque colonne A, B, C, D. Alors, évidemment, on a des calculatrices maintenant dans les téléphones, donc vous pouvez le faire avec votre téléphone. Vous pouvez aussi faire du calcul mental, ce n'est pas mauvais pour les neurones. Et vous obtenez normalement, si vous avez bien reporté les points, 4 pourcentages relatifs dont la somme, si vous voulez vérifier, dont la somme doit être égale à 100. Donc, les 4 sommes verticales, quand on les additionne, eh bien, on doit obtenir 100. Si vous n'obtenez pas 100, c'est qu'il y a eu un bug. Voilà, donc nous avons fini la partie auto-évaluation. Je ne sais pas combien de temps elle a duré. Oui, c'est ça, à peu près une demi-heure. Donc, maintenant, on va passer à la partie interprétation de vos résultats. Donc, j'arrête le partage. Je vais chercher l'autre PowerPoint. Ça va jusque-là? Tout le monde suit? C'est parfait. Alors, vous n'avez pas eu trop de difficultés? C'était un peu rapide ou vous avez eu du mal à vous situer? Pour la première critère, je n'avais pas compris qu'il fallait faire tout de suite, mais Oui. bon, ça y est, j'ai suivi. Et du coup, vous avez loupé le coche sur les points à reporter? Pour le premier, oui, premier caractère, enfin, mince. Le critère numéro 1, est-ce qu'on peut revoir le diapo juste Ah pour bah que oui, il suffit de me le je ne me demander, c'est trompe pas, quoi. tout à fait possible. Voilà. Alors, donc là, je refais partage d'écran. Clac. euh, Comme quoi, c'est bien de demander. C'est juste que je vais vérifier parce que là, j'ai bien obtenu 100%, donc normalement, c'est bon. Alors, donc, à partir de là, truc actuel. Et c'est bon, Voilà. 5-0, 5-0. C'est bon? C'est bon, parfait. Super. Merci. Je Donc, vais j'arrête le partage. Je vais chercher l'autre
PowerPoint qui est ici et on part dans l'interprétation. Voilà, hop, je fais diaporama à partir du début, super. Et là, hop, je vais faire mon partage d'écran. Alors, au début, et pourquoi j'ai pas la main. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais faire partage d'écran d'abord. Et ensuite, hop. Voilà. C'est bon. Donc là, vous voyez mon écran. Et Oui, normalement, si je fais à partir du début, ça doit marcher. Et ça n'a pas l'air. Ah si, ça y est. C'est bon. Donc, interprétation des résultats. Donc, je rappelle. Alors, est-ce que tout le monde était là il y a une semaine pour Oui, la conférence? oui. Tout le monde était là. Bon, très bien. Donc, je passe rapidement sur la notion de tempérament, qui est une typologie médicale, psychomédicale. Donc, je passe sur tout ça puisque vous le savez. Et donc, vous avez obtenu une grille qui ressemble à peu près à ça, avec donc les totaux qui doivent faire 100. Et donc, on a vu que je vous ai demandé de mettre des chiffres en face de mon comportement pour que la somme fasse 4. On est d'accord? Et fasse 100, excusez-moi. Et maintenant, on va pouvoir reporter dans la partie mon tempérament les scores que vous avez obtenus. Et donc, c'est très simple. Pour savoir où vous devez mettre vos scores, eh bien, la colonne A, c'est mon tempérament. C'est l'organisateur. La colonne B, c'est le théoricien. La colonne C, c'est le passionné. Et la colonne D, c'est le sédentaire. Oh, Donc, vous Oh voyez, là c'est là. dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, vous allez avoir des surprises ouais, pas tant que ça. parce que, dans certains cas, vous allez avoir des scores beaucoup plus élevés dans la projection et l'image que vous avez de vous-même que ce que vous avez obtenu avec vos mains. Ça ne veut pas dire que vous avez tort. Simplement, on n'a pas mesuré la même chose. Mon comportement, c'est la somme. Ah, Mon comportement, c'est la somme du tempérament, du caractère et de la conscience. Alors que la main, ça n'est uniquement que le tempérament. Donc, si votre comportement est égal à celui de votre tempérament, ben, ça veut dire que vous êtes plutôt en accord avec votre nature. Si les scores sont très différents, c'est peut-être que votre comportement n'est pas celui de votre nature, mais à la limite, si ça vous rend heureux d'agir plutôt selon votre caractère que selon votre tempérament, c'est pas un problème. L'important, c'est de savoir si ça vous épanouit ou pas. Alors, qui a des grosses surprises et qui n'a pas de grosses surprises par rapport aux résultats qu'il a obtenus? Alors moi, j'ai une surprise, c'est je tombe pratiquement sur des valeurs. Moi, je peux les donner, ça ne me dérange pas. Hein. Oui, Organisateur, j'avais mis 40%, mais j'avais vraiment fait tout à la louche. Hein. 40% et je me retrouve avec 45. oui, Théoricien, j'avais mis 10 et j'ai 21. Passionné, j'avais mis 40 et j'ai 30. Et sédentaire, j'avais mis 10 et j'ai 4. d'accord. Oui, donc les Ça se ordres de tient. grandeur sont respectés. Ouais, on peut dire ça. Parce que j'ai mis 40-40, 10-10, c'était vraiment au pif. Hein. Oui, 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 mais peu importe. C'est le sentiment. Hein. Voilà, il faut le faire assez spontanément. Donc, du coup, on va se rendre compte que les scores que vous pouvez obtenir, en fait, dans la grille que j'ai élaborée, le score maximum qu'on puisse avoir dans une colonne, c'est 70. On ne peut pas avoir plus. Donc, ça veut dire que la moyenne, c'est 35. Ce n'est pas 50. Donc, il y a 4 possibilités, ou plutôt 5. Soit vous avez dans une des colonnes plus que 50%, et on va dire que vous avez un tempérament qui se dégage très nettement des autres, et vous avez une majorité absolue
d'un tempérament, on pourrait dire que dans les élections, ben, vous avez gagné au premier tour. Ensuite, il y a des tempéraments qui sont entre 35 et 50. En général, à ce moment-là, on en a plutôt 2 qui sont à égalité. Et puis, il y en a qui sont entre 30 et 35, et d'autres entre 10 et 20, et d'autres entre 0 et 10. Et donc, tout ça correspond assez bien à la courbe de Gauss, c'est-à-dire que avoir un tempérament qui se dégage, c'est aussi rare que d'avoir 4 tempéraments à égalité, c'est-à-dire d'avoir 25% partout. Et la majorité des personnes ont plutôt 2 tempéraments forts ou 3 tempéraments moyens. Alors, 3 tempéraments moyens, ça peut être 2 plus 1 ou ça peut être 1 plus 2. 2 tempéraments forts, ça peut être 2 à égalité ou 1 qui est à, mettons, 45 et 1 qui est à 40. Bon. Et donc, effectivement, si l'un de vos tempéraments domine, mais qu'il n'a pas la majorité absolue, il est probable que la somme des 2 suivants soit supérieure au tempérament qui domine. Et par conséquent, selon les cas, il va falloir tenir compte de ces associations, un peu comme dans les élections où il y a des jeux d'alliance qui se passent. Par exemple, si je prends 3 personnes, un Espagnol, un Français et un Mexicain, si le critère c'est d'être européen, c'est le Mexicain qui perd. Si le critère c'est de parler espagnol, c'est le Français qui perd. Donc vous voyez que selon les situations, il y a des tempéraments qui vont être en dominance ou qui vont être contrecarrés par les 2 suivants. Alors, on va passer en revue la mentalité, l'autonomie, le type d'intelligence, l'aptitude, les métiers, les managements. Donc, vous avez vu que le score que vous avez obtenu en organisateur, donc par exemple toi, Marcel, avec les 40%, eh bien, on se rend compte que l'organisateur, c'est que ta mentalité, c'est de considérer que on doit être responsable de sa vie et on doit éventuellement être responsable de celle des autres. Et donc, on aura un côté protecteur, on aura un côté où on veut construire l'avenir en maîtrisant le présent. Puis le score que vous avez en théoricien, c'est votre côté adolescent, hein, la vie est un rêve, vous avez besoin de rêver, d'imaginer, vous avez un côté un peu plus introspectif, puis vous êtes plus dans les concepts que dans la réalité. Le rêve est plus beau que la réalité, puis si le score est très fort chez le passionné, c'est votre côté enfant, c'est votre côté joueur qui va primer, et puis le score que vous avez en nouveau-né, c'est votre besoin de sécurité, c'est votre besoin de vivre dans un monde qui vous protège, qui ne vous met pas en situation de risque. Alors, évidemment, il faut affiner le profil avec les empreintes digitales. Je vous en ai parlé la dernière fois en vous donnant simplement le degré de rareté des empreintes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez avoir les 5 types d'empreintes dans vos mains et plus une empreinte a un score statistique fort, moins son impact va être fort. Donc, plus une empreinte est rare dans le monde, plus elle sera importante dans votre tempérament. Donc, je vous montre en premier la plus courante, donc la boucle. Et elle est cohérente avec le tempérament passionné. C'est-à-dire que le passionné, c'est un tempérament qui aime le changement, qui s'adapte. Eh bien, si vous avez des boucles, ça ne va faire que confirmer que vous aimez le changement, que vous êtes réactif, que vous êtes plutôt impatient et que vous avez besoin d'être libre. Moi, je ne le vois pas, moi. Et puis, si vous avez des empreintes en forme de spirale, là, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus rare, c'est 15% de la population seulement. Et là, on voit que c'est cohérent avec les mains de l'organisateur. Et donc, de ce fait-là, il y a plus de chances d'avoir des spirales si on est organisateur, mais néanmoins, on peut avoir des spirales en ayant d'autres tempéraments et ça va modérer certaines choses. Vous voyez, c'est par exemple, je me souviens de cette pub là pour la bière George Killians, il prenait un Irlandais qui était roux pour symboliser qu'il était Irlandais, mais on peut être roux sans être Irlandais, on peut être Irlandais sans être roux. On peut être organisateur sans spirale ou on peut avoir des spirales sans être organisateur. Mais si vous avez les deux,
ben, non seulement vous êtes autonome comme un organisateur, mais vous avez envie d'être autonome. Et donc, l'empreinte digitale va plutôt donner l'envie, l'aspiration, la motivation et le reste de la main, la capacité naturelle. Donc, les spirales donnent du pragmatisme, un attrait pour la difficulté. Donc, si vous avez des spirales, ben, vous considérez que si ce n'est pas difficile, ce n'est pas intéressant. Et puis, la double boucle, ben, elle confirme 2 tempéraments et non pas un seul. Vous voyez, on est passé à 10%, c'est déjà beaucoup plus rare. Et elle confirme le passionné et l'organisateur parce que c'est à la fois la perfection, le goût de la perfection comme l'organisateur et aussi la passion de la perfection comme le passionné, donc c'est entre les deux. Et ça donne beaucoup plus le goût du risque que la spirale. Et puis, si vous avez des empreintes en forme d'ellipse, ben là, ça va être cohérent avec le tempérament sédentaire parce que les personnes qui ont des ellipses aspirent, comme les sédentaires, à vivre dans un monde calme, régulier, pérenne, donc où on continue dans la pérennité. Et puis, si vous avez cette empreinte-là, l'arche, ben, vous voyez, c'est 5% de la population mondiale, c'est 9% des Français, et même c'est 11% des femmes françaises contre 7% des hommes français, donc la moyenne c'est 9. Et donc, autant la spirale est portée à organiser, autant l'arche est portée, non pas à organiser, mais à anticiper. Donc, intègre le futur dans le présent. Et puis, il y a un besoin de différenciation, de singularité, d'individualisme, c'est-à-dire que si on a des arches, non seulement on est rare, mais on est ravi d'être différent, d'être rare. Donc, vous voyez que les empreintes sont cohérentes avec des tempéraments, mais pas que. Donc, je vous les remontre ici avec la spirale qui correspondra plutôt à l'organisateur, la boucle au passionné, l'arche au théoricien et l'ellipse au sédentaire, et puis la double boucle qui est entre la spirale et la boucle et qui donne des points autant à l'organisateur qu'au passionné. On va voir tout cela de nouveau, mais maintenant on va aborder la notion d'autonomie qui est très importante. C'est que pour être autonome, il faut 2 choses. Parce que souvent, quand on dit aux gens « êtes-vous autonome ?» ou « êtes-vous indépendant ?» ils disent « mais autonome, indépendant, c'est la même chose. » Ben, pas du tout. Et donc, pour être autonome, il faut avoir 2 choses, l'énergie et le dynamisme. Donc, si je prends la métaphore de la voiture, ben, l'énergie, c'est le carburant et le dynamisme, c'est le moteur. Donc, quand les mains sont sèches, on a le dynamisme. Quand les mains sont chaudes, on a l'énergie. Donc, si les mains sont chaudes et sèches, on a les 2. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, si vous êtes organisateur et qu'en plus, vous avez effectivement des mains chaudes et sèches, ben, ça confirme bien que votre autonomie est fondée sur le fait de posséder les 2 et que vous n'avez pas besoin de l'énergie des autres et vous n'avez pas non plus besoin du moteur des autres, donc vous êtes plutôt une locomotive qui cherche des wagons. En revanche, si vous avez des mains froides et moites, eh bien, vous n'avez pas de carburant et pas de moteur, et donc, vous êtes obligé, mais pour vous, c'est un plaisir, c'est ça qu'il faut bien comprendre, vous êtes obligé de trouver une locomotive pour accrocher votre wagon. Et puis, si vos mains sont chaudes et moites, eh bien, vous avez plus d'énergie que de dynamisme, et donc votre énergie, elle a besoin d'être canalisée par les autres, et donc vous avez beaucoup d'indépendance d'action, mais vous avez aussi beaucoup de dépendance structurelle, c'est-à-dire que vous avez besoin d'être structuré par les autres. Et puis, si vos mains sont froides et sèches, ben c'est l'inverse, vous avez plus de moteur que de carburant, plus de dynamisme que d'énergie, et donc les personnes qui ont des mains froides et sèches sont fatiguées par le repos et sont énergisées par l'action. Donc, vous voyez, quand on fait du sport, si on a des mains froides, on fait du sport pour récupérer de l'énergie. Si on a des mains chaudes, on fait du sport pour dépenser son énergie. Donc, vous voyez que déjà, cette notion d'autonomie, elle dépend très largement de la chaleur des mains et de la moiteur des mains. Et donc, effectivement, les spirales vont confirmer le besoin d'autonomie de l'organisateur, les boucles, le besoin
d'être libre du passionné, les arches, le besoin de se sentir libre du théoricien, et les ellipses, le besoin que les autres décident à votre place et que du coup, vous n'ayez pas besoin de prendre des initiatives. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là ou je passe sur les types d'intelligence? C'est bon, je continue? C'est bon. Donc là, sur les types d'intelligence, on va s'apercevoir que ce qui est important pour l'organisateur, c'est de comprendre ce qui est efficace, de comprendre pour maîtriser. Que pour le théoricien, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui est cohérent pour transmettre, pour partager le savoir. Et pour le passionné, ce qui est important, c'est de découvrir ce qui est étonnant. Donc, en fait, c'est un tempérament qui a besoin de s'étonner et aussi d'étonner, c'est-à-dire d'acquérir des connaissances qui vont lui permettre d'épater la galerie. Et puis, le sédentaire, lui, il veut juste connaître ce qui est utile pour la vie quotidienne. Donc, vous voyez que le nombre de lignes et leur profondeur vont être des critères extrêmement importants. Et donc, du coup, vous voyez que ce qui réunit le théoricien et l'organisateur, c'est le fait d'avoir des lignes nombreuses. Et ce qui réunit le passionné et le sédentaire, c'est le fait d'avoir des lignes peu nombreuses. Et là, vous comprenez quelque chose qui est très important, c'est que le monde se partage en deux, entre ceux qui ont peu de lignes et qui ont besoin de savoir, et ceux qui ont beaucoup de lignes qui ont besoin de comprendre. Et donc, j'en reviens à ce que je vous montrais à la page précédente. Donc, vous voyez que le théoricien, c'est plutôt comprendre, l'organisateur, c'est plutôt comprendre, le passionné, c'est découvrir, et le sédentaire, c'est connaître. Et donc, de ce fait-là, si les lignes sont nombreuses et fines, on aura plus de facilité pour l'analyse. Si les lignes sont nombreuses et profondes, on aura plus de facilité pour la synthèse. Mais ce qui réunit le passionné et l'organisateur, ce sont les lignes profondes. Et les lignes profondes sont pragmatiques. Donc, elles veulent voir le résultat de ce qu'elles font. Alors que les lignes fines sont plus dans les concepts et dans les idées. Et donc, imaginer les choses leur suffit. Vous comprenez également que, en fait, on s'aperçoit que ce qui réunit le théoricien et le passionné, donc si vous additionnez votre score de théoricien avec celui de passionné, vous obtenez un score qui va montrer si vous êtes plus créatif qu'objectif, que pragmatique. Et le score, en additionnant le score de l'organisateur et du sédentaire, on obtient votre côté objectivité et pragmatisme, et en additionnant le théoricien et le passionné, on obtient votre score plutôt de créativité et de subjectivité. Et donc, on s'aperçoit que cette créativité, eh bien, elle se distingue chez le théoricien par rapport au passionné, dans le sens où le passionné a une créativité d'improvisation, alors que le théoricien a une créativité d'interprétation. Il interprète des contraintes. L'organisateur et le sédentaire ont un peu plus de mal à être créatifs parce que vivent dans un monde où les choses ne sont pas mesurables, où les choses ne sont pas quantifiables, ça les déstabilise, donc ils préfèrent être dans un monde beaucoup plus objectif où on peut mesurer les choses. Alors évidemment, il y a des contre-exemples. Par exemple, Charles Aznavour, qui était un organisateur, était quand même un artiste, mais comme tous les organisateurs, eh bien, il gérait son propre talent et il était maître de sa vie et il était aussi dans la notion de longévité. Alors, vous voyez, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant que je n'ai pas mis dans la grille d'auto-évaluation, mais que je rajoute ici. Vous voyez que quand vous regardez votre main, soit vos doigts sont dans l'axe de la paume, comme la main qui est à droite avec des flèches vertes, soit vos doigts sont complètement désaxés par rapport à l'axe de la paume. Ça ne veut pas dire que vous êtes désaxé, ça veut simplement dire que vous avez plus de facilité dans la créativité si vos doigts sont désaxés et vous avez plus de facilité à voir les choses avec réalisme
quand vos doigts sont bien dans l'axe. Et là, en l'occurrence, ce sont les deux mains de deux créateurs d'une start-up. Et celui de droite est plutôt informaticien. Il a les doigts bien en face de la paume, il est bien pragmatique et réaliste. Et celui de gauche, il est dans le développement commercial, il est plus dans la subjectivité, il est plus dans la passion, dans l'enthousiasme, avec un peu moins de réalisme. Donc, vous voyez, il y a une complémentarité qui peut se voir, et donc le désaxement des doigts se mesure. Là, en l'occurrence, dans le dessin que je vous montre, les doigts sont désaxés à 20%, à 20 degrés, non pas 20%, mais à 20 degrés par rapport à l'axe de la paume. Donc ça peut se mesurer avec un appareil qui mesure les angles. Alors maintenant, si vous n'avez pas de questions, je vais passer au comportement relationnel. Alors, le comportement relationnel, d'abord, vous voyez que j'ai mis en bleu le théoricien et l'organisateur, parce que cette fois, ce n'est pas le théoricien et le passionné, mais le théoricien et l'organisateur, parce que ce qui les réunit, et vous pouvez additionner à ce moment-là votre score de théoricien avec celui d'organisateur, ce qui les réunit, c'est que le théoricien et l'organisateur ont des mains sèches. Et ce qui réunit le passionné et le sédentaire, c'est qu'ils ont l'un et l'autre des mains moites. Et donc, retenez simplement que les mains moites n'appartiennent pas à des personnes stressées, inquiètes. Il ne s'agit pas là d'opposer le stress et le non-stress, mais d'opposer le fait que si les mains sont moites, si par exemple vous êtes passionné et qu'en plus vous avez des mains moites, vous êtes encore plus passionné. Si vous êtes sédentaire et que vous avez des mains moites, vous êtes encore plus sédentaire. Les mains moites sont plutôt affectives, sont plutôt dans la sensibilité. Et les mains sèches sont plutôt cérébrales, sont plutôt dans la logique. Si vous êtes à l'aise avec le test MBTI, par exemple, où on oppose thinking et feeling, donc la pensée et les sentiments, la pensée, ce sera plutôt l'organisateur et le théoricien, et les sentiments, ce sera plutôt le passionné et le sédentaire. Donc, vous voyez que les priorités peuvent apparaître à partir de la moiteur des mains, et du coup, la cérébralité du théoricien ne sera pas la même que celle de l'organisateur, puisque en fait, ce qui intéresse le théoricien, c'est la logique des idées, et ce qui intéresse l'organisateur, c'est la logique des actions, donc c'est le pragmatisme. Donc, dans les deux cas, on peut être logique, mais ce n'est pas la même logique. Et puis, le passionné, lui qui a des mains moites, il va être dans le ressenti, dans les émotions, mais dans des émotions qui sont plutôt extraverties, comme l'enfant de 5 ans. Et le sédentaire, lui, il a des mains moites, il est dans les émotions et dans le ressenti, mais il est plus factuel et il est plutôt introverti. Donc, vous voyez, il peut y avoir des émotions extraverties, des émotions introverties. Et donc là, j'en arrive à au test que je vous ai fait faire la dernière fois, qui est le croisement des doigts. Si vos doigts sont entrecroisés avec l'index droit sur le gauche, et qu'en plus, vous avez plutôt des mains sèches, vous allez être 2 fois cérébral, puisque main droite sur main gauche, ça veut dire cerveau gauche, cerveau rationnel. En revanche, si vos mains sont moites, et qu'en plus vous croisez avec les index gauche sur droit, enfin avec l'index gauche sur droit, vous serez 2 fois affectif, parce que la main gauche, c'est le cerveau droit, c'est l'émotion, c'est le ressenti, c'est la créativité, c'est l'esthétisme. Et donc, ça veut dire que vous serez 2 fois affectif, 2 fois dans la sensibilité, puisque le croisement des doigts ne va faire que confirmer le fait que vous ayez du ressenti par les mains moites. Je rajoute aussi, ce qui n'est pas marqué là, que la gestion du temps dépend aussi de la chaleur et de la moiteur des mains, et notamment de la moiteur. C'est que quand les mains sont moites,
on est plus dans le court terme. Et quand les mains sont sèches, on est plus dans le long terme. C'est-à-dire que le passionné qui a des mains chaudes et moites, il se fiche royalement de ce qu'il a fait hier. Il se fiche royalement de ce qu'il fera demain. Il est vraiment ici et maintenant. Donc, il est dans le présent. Et donc, il est dans le court terme. Et puis, le sédentaire qui a des mains froides et moites, eh bien, ce qui lui importe, c'est de vivre dans une forme de sécurité dans le présent et non pas dans la perspective d'une sécurité future. Il faut qu'il la vive maintenant. En revanche, les mains sèches du théoricien et de l'organisateur vont faire que l'avenir les intéresse, mais de deux manières. Le théoricien qui a des mains froides et sèches, lui, il intègre le futur dans le présent pour l'imaginer, alors que l'organisateur qui a des mains chaudes et sèches, lui, il maîtrise le présent parce qu'il a compris que le futur n'est que la suite d'un présent maîtrisé. Et donc, s'il veut avoir la certitude de maîtriser le futur, il faut qu'il maîtrise le présent. Donc, il a le sens du long terme en maîtrisant le présent. Alors que le théoricien a le sens du long terme parce que l'avenir l'intéresse plus que le présent. Donc, vous voyez déjà la différence. Et donc, sur le plan relationnel, on va s'apercevoir qu'il y a 4 besoins sociaux. Le premier besoin social, c'est celui qui est exprimé par le sédentaire, c'est le besoin d'appartenance. Si j'appartiens à un groupe, je suis sécurisé par le groupe, donc je suis tranquillisé par le groupe. Donc, je n'ai pas besoin d'être actif dans le groupe, mais j'ai juste besoin de faire partie du groupe. Ça, c'est le besoin du sédentaire. Puis le passionné, il dit, oui, ben moi, je veux bien appartenir au groupe à condition que j'y sois actif. Donc, il veut participer au groupe. Et il a besoin du groupe parce qu'il est extraverti pour partager ses émotions. Et comme il a une facilité dans la sociabilité, ben, si il est tout seul, sa sociabilité ne sert à rien. Et puis, le troisième besoin, c'est celui de l'organisateur qui dit, bon, ben, moi, je veux bien appartenir au groupe, je veux bien participer, mais je veux diriger. Et donc, je veux prendre la responsabilité du groupe parce que je me sens assez fort pour protéger les membres du groupe et pour faire en sorte que si c'est moi qui dirige, il y ait une pérennité du groupe et donc une solidité future et présente. Et puis le théoricien, lui, dit, mais vous êtes bien gentil avec votre besoin d'appartenance, de participer, mais moi j'existe parce que je suis ailleurs. Et donc, soit je suis partout, soit je suis nulle part, mais je ne peux pas appartenir à un seul groupe. Et donc, j'ai besoin d'exister par ma différence, donc par ma singularité. Et en plus, le théoricien, il a un énorme besoin de solitude. Donc, être tout le temps dans la sociabilité, ça le gonfle. En revanche, il a un paradoxe, c'est qu'il est fidèle et distant. Ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que le théoricien, il a besoin d'admirer les autres. Et par conséquent, comme il a besoin d'admirer les autres, il faut qu'il les idéalise. Et pour les idéaliser, il ne faut pas qu'il les voie tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il est fidèle et distant. Donc, il fait mentir le dicton « loin des yeux, loin du cœur », que vous connaissez bien tous, évidemment. Alors, je pourrais dire 2 choses sur les sentiments aussi, sur la vie sentimentale, que je n'ai pas abordé là, mais je peux vous en dire quand même 2 mots. On peut dire d'une certaine manière que le passionné, il a besoin de plaire. Donc, c'est je séduis, donc je suis. Et le théoricien, c'est exactement l'inverse. C'est je suis séduit, donc je suis. C'est-à-dire que le théoricien, il fait de la sélection. Et il a besoin qu'on lui plaise. Donc, il fait du benchmarking sentimental, c'est-à-dire il compare, et d'ailleurs, avec son sens critique très développé, il aime bien comparer. Puis l'organisateur, c'est je régis, donc je suis, c'est-à-dire ceux que j'aime, je les protège. Et puis le sédentaire, c'est je suis régi, donc je suis, c'est-à-dire si je trouve quelqu'un qui me protège, ben, je peux vivre une vie sentimentale qui m'épanouit. Évidemment, tout ça est une caricature,
Et comme disait Paul Valéry, tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est compliqué n'est pas utilisable. Mais ça vous donne des idées sur comment se comporte sentimentalement chaque tempérament. C'est pas très romantique ce que je vous raconte, mais c'est la réalité. De toute façon, on sait que même s'il y a des sentiments, la biologie joue un rôle manifeste dans nos comportements, notamment dans le fait qu'on n'ait pas de jugement pendant 3 ans, et qu'au bout de 3 ans, on a un peu plus de jugement et on se rend compte des défauts de la personne qu'on aime alors qu'on ne s'en était pas rendu compte de prime abord. Alors, sur les styles de management qui découlent de tout ça, c'est que finalement, on se rend compte que le passionné, c'est l'autorité par l'exemple, c'est qui même me suive, donc il veut animer l'équipe, c'est plutôt un leader et non pas un manager, donc c'est un meneur affectif, alors qu'à l'opposé, l'organisateur, c'est l'autorité naturelle, vous voyez qu'on retrouve chez Jean Gabin, par exemple, ou le général MacArthur, diriger, protéger, maîtriser l'équipe. Et donc, l'organisateur, il se fiche royalement qu'on l'aime, ce n'est pas le problème. Il veut asseoir son autorité. Alors que le passionné, il a besoin que les personnes qui le suivent l'apprécient au minimum et l'aiment, c'est encore mieux. Le théoricien, il n'a pas du tout envie de diriger, il n'a pas du tout envie d'être dirigé, donc c'est un électron libre dans des structures organisées quand il est salarié, sinon il est plutôt consultant indépendant, et donc son objectif n'est pas d'avoir du pouvoir sur les autres, c'est d'autonomiser le plus possible les personnes dont il a la charge, comme ça il conserve ce à quoi il tient le plus, la liberté. Donc il préfère conseiller que diriger, et donc du coup pour pouvoir conseiller, il faut analyser les besoins, et donc comme son sens critique est très développé, il a plus de plaisir à conseiller qu'à imposer. Le sédentaire, quant à lui, refuse de diriger parce qu'il préfère être dans un groupe où il y a une dynamique collective et il va suivre le règlement. Donc, pour le sédentaire, être embauché dans une entreprise où il n'y a pas de règlement intérieur, c'est l'horreur parce qu'il se dit « mais comment les autres vont respecter les règles alors que moi, j'ai très envie de respecter les règles ?» et ça peut le déstabiliser. Alors, les orientations les plus fréquentes, on s'aperçoit qu'il y a 3 types de métiers. Il y a les métiers du savoir qui plaisent aux théoriciens. Il y a les métiers du savoir-être qui plaisent aux passionnés. Et puis, il y a les métiers du savoir-faire qui plaisent à l'organisateur et aux sédentaires, à la différence que l'organisateur, c'est le savoir-faire plus le management et le sédentaire, c'est le savoir-faire moins le management. Et donc, quand le passionné postule dans une entreprise, comme il vend son savoir-être, et que le savoir-être n'est pas forcément mesurable, en fait, il est obligé de décupler son enthousiasme pour convaincre. Alors que le savoir-faire, il est mesurable, et donc du coup, l'organisateur, il vend ce qu'il a déjà fait, alors que le passionné, il vend ce qu'il pourrait faire. Puis le théoricien, il veut que son savoir fasse autorité, donc il vend son sens critique. Et donc, du coup, de tout cela découlent des métiers et des environnements professionnels, c'est-à-dire que le théoricien, la plupart des personnes qui sont dans l'enseignement, dans le conseil, dans la formation, la recherche, l'audit, la communication plutôt écrite, la création, la conception, l'interface, l'assistance sont plutôt des activités choisies par le théoricien. Ça ne veut pas dire que d'autres tempéraments ne vont pas choisir ces métiers-là, mais en tout cas, le théoricien est intéressé aux métiers qui mettent en œuvre le savoir qu'on transmet, le savoir qu'on acquiert, le savoir qu'on décortique, qu'on analyse, qu'on compare et qui permettent d'éclairer les autres. Alors le passionné, avec son plaisir du savoir-être, il préfère être dans le développement de projets, le développement commercial, le don de soi. Alors vous voyez, le paradoxe du passionné, c'est que à la fois il peut être complètement égoïste, dans le sens où il veut tout pour lui, en même temps il va être complètement dans l'abnégation parce qu'il ne supporte pas d'être heureux si les autres ne le sont pas.
Donc, vous voyez, c'est pour ça que ça donne à la fois des métiers où on veut gagner plus que les autres, et ça peut donner aussi des métiers où on est dans le don de soi, dans le goût du risque. Alors, ça peut être l'humanitaire, parce qu'on est à la fois dans le don de soi et dans le goût du risque, mais en même temps, on est dans la compétition. Et puis, on est plutôt dans la communication audiovisuelle, la communication directe, par opposition à la communication écrite du théoricien. Et puis, il y a un côté créatif. Par exemple, Paco Rabanne était typiquement un passionné, alors que Sonia Rykiel était typiquement une théoricienne. Et puis, l'organisateur, on va le retrouver dans des métiers où généralement il y a un diplôme, où c'est un métier où on peut mesurer les choses, les progrès, les économies, donc les achats, le contrôle qualité, la logistique, l'organisation, la production, la sécurité, la gestion, le management. Donc souvent des métiers où il y a un diplôme qui vous donne une crédibilité. Par exemple, l'organisateur est ravi d'être commissaire aux comptes, parce que c'est un métier qu'on ne peut pas faire si on n'a pas le diplôme. Et il y a une certaine autorité qui vient du commissaire aux comptes, et il s'engage, donc il faut qu'il soit fiable. Et l'organisateur, il adore qu'on fasse appel à sa fiabilité. Alors que le passionné, il veut qu'on fasse appel à son enthousiasme. Ce n'est pas la fiabilité que le passionné vend. Il vend son enthousiasme. L'organisateur, il vend sa fiabilité. Et puis le sédentaire, il est aussi dans le savoir-faire, mais avec des activités plutôt, j'allais dire, en back-office, en assistance, donc production, minutie, administratif, exécution, contrôle et surveillance. Donc, vous voyez, ça donne déjà des idées sur les métiers à choisir, les activités à choisir en fonction du tempérament. Et en guise de conclusion, donc, vous comprenez que se connaître, c'est bien, se comprendre, c'est mieux. Alors, avant de finir la conclusion, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de passer en revue? Non, je continue? Donc, en guise de conclusion, donc d'abord, c'est vrai que se connaître, c'est pas mal, mais se comprendre, c'est bien mieux. Si je sais que la Terre est ronde, c'est pas mal. Si je comprends pourquoi elle est ronde, c'est encore mieux. C'est pareil pour les traits de personnalité innés. Il faut passer de la connaissance de soi et des autres à la compréhension de soi et des autres. Il n'y a pas de mauvais tempérament, il n'y a pas de mauvaises mains, il n'y a que des personnes qui s'en servent mal ou qui sont dans un contexte où ils sont en porte-à-faux avec l'objectif qu'on leur a assigné. Donc, par exemple, on ne va pas demander à quelqu'un qui mesure 2 mètres ou qui est basketteur d'être jockey, comme Yves Saint-Martin, et on ne va pas demander à Yves Saint-Martin d'être basketteur. Bon. Et donc, il faut qu'on soit dans un contexte où ce qu'on est un avantage et pas un inconvénient, et non pas se former à devenir ce qu'on n'est pas. On ne part pas de rien quand on part de soi-même, c'est ce que me disait Paul Hussulitzer, qui était entrepreneur et qui considérait qu'effectivement, on a un potentiel dès le départ. Il s'agit d'en le connaître et de l'optimiser. Et plus la vie vous donne, plus elle vous demande. Donc, l'exigence personnelle se situe à la hauteur du potentiel reçu. Donc, plus vous avez reçu de potentiel, plus le gâchis de ce potentiel sera vécu comme quelque chose de difficile si vous n'en faites rien. Donc, en ayant connaissance de votre potentiel, c'est beaucoup mieux. Et puis, je le rappelle, plus on prend de l'âge, plus il s'avère indispensable de se mettre en accord avec sa propre nature. Parce que le poids de la nature est proportionnel à l'âge. Et donc, à 20 ans, la nature représente 20%, mais à 50 ans, 50%, et à 100 ans, 100%. Voilà, j'en ai terminé. Alors, tout ce que j'ai pu vous montrer là est la mise en œuvre d'une méthode que j'ai conçue, que vous trouvez intégralement dans le livre Tout dans les mains, et vous pouvez également vous en servir en famille ou entre amis pour passer un moment convivial
de compréhension mutuelle, où on a le droit de se toucher les mains, de comprendre les différences de chaleur, de moiteur et autres, et on découvre les autres sous un jour nouveau, celui de leur tempérament.